Bonjour à tous ceux qui sont ici présents aussi et tous ceux qui sont en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui de Green IT. Merci à Goffy et à Human Group d'avoir co-organisé cette réunion. Donc en fait, le Green IT, on va voir qu'est-ce que c'est. Alors la présentation c'était Easy Sustainable IT bien sûr pour la formation technologique. Et on va voir comment nos choix technologiques vont aider notre planète à aller mieux, bien sûr, dans enfin une génération future. Je vais d'abord vous parler du contexte du changement climatique, de la crise de la biodiversité, et après, à travers 3 domaines qu'on va voir, quels sont les problèmes et les solutions qu'on peut mettre en œuvre. C'est une introduction une relative, il y a énormément de choses à voir sur le sujet. Et après, enfin, on va voir quelques actions à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à poser vos messages et on les traitera et puis je répondrai dans la mesure du possible. Et après, avec un copie, je vous mettrai à disposition une liste de lecture si vous souhaitez approfondir le sujet. Qui je suis? Non, moi, c'est Corentin Trechou. J'ai fait beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir ici, et avec mon expérience, 18 ans d'expérience, avec mes lectures et avec des certifications créatives, j'ai pu construire ce support-là et un outil. L'objectif du créatif, on va travailler sur 3 axes. Consommer moins de ressources, moins d'énergie et diminuer l'impact négatif, j'insiste sur l'impact négatif, sur le vivant et sur le non-vivant. On va continuer. Alors, le développement durable repose sur 3 piliers essentiels, mais on connaît tous les piliers sociaux et économiques qui forment un duo équitable, comme le commerce équitable, le café équitable, le chocolat équitable. Ça, on le connaît tous. Ça fait qu'entre humains, il y a une bonne entente. Maintenant, si on n'appuie pas la sphère écologique, on peut détruire notre environnement et bien sûr, ça ne va pas durer dans le temps. Donc, pour, comment dire, avoir un développement durable dans le temps, il faut associer ces 3 piliers écologiques, économiques et sociaux afin que tout le monde fasse avoir un environnement viable et équitable pour tout le monde. J'ai enfin une bonne définition de développement durable. C'est d'assouvir les besoins des générations présentes sans compromettre les générations futures à assouvir leurs propres besoins. Le développement durable, c'est comme un apéro en fait. Vous organisez un apéro, vous avez des amis qui arrivent, vous mangez l'apéro, vous consommez les poissons et les petits bouchées. Mais vous avez des amis en retard, des amis qui arriveront plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Solution A, vous mangez tout. Tant pis pour eux, ils seront en retard. Il n'y a rien pour eux. Solution B, vous laissez quelques trucs pour eux. C'est la même chose. Le développement durable, c'est penser aux personnes qui vont venir après vous et laisser les choses pour assouvir leurs propres besoins. Ouais. Un petit rappel sur le réchauffement climatique. Souvent, on a entendu dire plus 1 degré, plus 2 degrés, tranquille, j'ai ça plus son maillot de bain, plus son t-shirt, c'est super. En fait, c'est plus 1, plus 2 degrés, c'est un réchauffement climatique global qui va impliquer des dérèglements climatiques locaux partout. Maintenant, on en préparer dans toute l'actualité. Mais imaginez, familiariser, pensez à la taille de la planète et imaginez toute l'énergie qu'il a fallu pour réchauffer toute l'atmosphère de la planète. C'est assez conséquent. Et on va faire une analogie avec en fait le corps humain. Moi, j'ai 37,5 degrés, je suis en bonne santé. Si on reste dans les accords de Paris, c'est plus 2, plus 2,5 degrés, je suis à 39,5. Personnellement, 39,5, moi, je suis assez malade, je suis sous ma couverture. Et en fait, c'est pas tout mon corps qui a chaud, j'ai certains dérèglements. Ça peut être le cœur, ça peut être le foie, ça peut être la rate, etc. Ça peut être le cerveau. Donc en fait, c'est la même chose pour la planète. Plus 2, plus 2,5 degrés, elle est malade. Et honnêtement,
on est loin de rester dans les plus 2, plus 2,5 degrés, on va plutôt aller beaucoup plus au-delà. Nous, si on a 40, si on a une température de 42 degrés, on met, franchement, quand même, je ne suis pas médecin, mais je ne souhaite pas avoir cette température corporelle. Et on va voir que ça a des impacts, que le réchauffement climatique a des impacts sur beaucoup d'autres facteurs et d'autres activités humaines aussi. Une image intéressante ici, on peut imaginer ici notre Terre qui a bien sûr ses limites. Ici avec une biodiversité riche. Ça. Mais on va voir que les limites, elles ont été dépassées par notre activité. C'est un schéma complexe, on va prendre quelques minutes pour s'y attarder. Alors ici au centre, c'est un modèle fait par Alliance for Stockholm Resilience Center, modèle actualisé en 2003. En vert, bien sûr, c'est une zone où les limites ne sont pas dépassées et où on voit qu'on a dépassé les limites sur chacune des zones. Par exemple, on prend le réchauffement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre pour réchauffer beaucoup plus l'atmosphère. Avec des changements du paysage comme l'artificialisation des sols, comme la déforestation, on va changer aussi la façon dont la chaleur va être réfléchie à l'atmosphère. Donc on va encore plus réchauffer l'atmosphère. Maintenant, l'artificialisation des sols va faire en sorte que l'eau va être de moins en moins absorbée par la Terre. Et ça va entraîner bien sûr la montée de la température va entraîner des sécheresses. Le sol va être très sec et l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur. Du coup, va s'accumuler sur la surface pour entraîner des inondations. Mais s'il s'accumule, il pourra aussi, avec les fortes chaleurs, retomber dans l'atmosphère. Il va s'accumuler dans l'atmosphère et il va retomber sur la forme de précipitation dans un cycle continu. Il s'accumule sur le sol, ça ne rentre pas sur le sol, il fait chaud, ça remonte. Et dans un cycle continu, on va avoir alternance de sécheresse et d'inondation. Je ne vais pas tout détailler ici, mais on peut aussi parler de l'acidification des océans. Alors, naturellement, il y a des arbres qui participent à absorber les gaz à effet de serre, donc pour les CO2, mais aussi les océans, pour 30%. Cependant, il y a plus de gaz à effet de serre absorbés qu'a la capacité de l'océan à les absorber. Donc, l'océan va un petit peu s'acidifier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'océan, vous le savez tous, il y a des espèces vivantes. Plus l'océan va s'acidifier, plus les petits mollusques avec une carapace auront du mal à former leur carapace. Ce qui fait que ces organismes à la base de la chaîne alimentaire auront du mal à survivre parce qu'ils auront du mal à former leur squelette et leur carapace. Et ce qui va faire que leurs prédateurs auront du mal à se nourrir, qu'il y aura moins d'espèces en dessous. Et les prédateurs auront du mal à se nourrir. Ce qui fait que toute la chaîne alimentaire marine est perturbée parce qu'il y a un réchauffement climatique dû aux fortes émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir aussi que 3 milliards de personnes, environ la moitié de la planète, ont besoin des ressources marines pour survivre. Et donc, c'est la moitié de la planète qui est menacée à cause du réchauffement climatique. On parle de réchauffement climatique, mais vous voyez bien qu'il y a aussi un problème sur la biodiversité. On est dans la phase de la 6e extinction de masse, avec l'utilisation de pesticides, avec l'industrie agricole et l'utilisation de pesticides et l'artificialisation des paysages encore. On est en train de former un monde qui n'est plus viable pour la majorité des espèces. Et je vais vous présenter le slide suivant. Ici, c'était l'année dernière, en 2002. C'était en 2003. Et bien sûr, ils améliorent leur modèle, mais on voit que les limites explosent encore.
Voilà. Ici, c'était quoi? C'était l'ozone. Voilà, le trou dans la couche d'ozone. C'était un truc des années 90, mais en fait, c'était un problème assez simple à résoudre. Il suffisait de supprimer certains gaz et le trou s'est refermé. Il y avait un couche d'ozone qui laissait passer des rayons du soleil qu'il ne fallait pas. Voilà pour la picture. Maintenant, l'impact du numérique. On voit que c'est, avec toutes les analyses qui ont été faites, à 80%, l'impact du numérique, c'est pendant la fabrication et à 20% pendant l'utilisation. Moi qui suis développeur, je me suis dit, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas à moi de faire tout le boulot, vu que tout l'impact est dans la fabrication. Après, j'ai quand même réfléchi un petit peu. Et en fait, je me suis dit qu'avec notre code, nos logiciels, la façon dont on va développer et répondre aux besoins de nos clients, on peut driver les besoins et les ressources hardware. Ici, c'est une analyse intéressante. C'est une analyse du cycle de vie d'un disque dur de Seagate. Et on voit en fait ici, pendant l'utilisation du disque dur aussi, c'est environ 20%. Mais par contre, il y a toutes les phases d'extraction de matières premières, d'assemblage, de distribution et de fin de vie qui ont des impacts. Quand vous devez considérer l'impact du numérique, vous devez considérer tout le cycle de vie de votre matériel, mais aussi sur différents axes. Ici, on a un axe sur la toxicité humaine, sur tout le cycle de vie. Est-ce que, par exemple, en extraction de la matière première, les précautions sont prises pour les humains? Ici, il y a aussi l'eutrophisation marine, c'est-à-dire l'artificialisation de la vie marine, la toxicité terrestre, etc., etc. Donc ça, c'est une analyse qui montre l'impact direct d'un produit. Et en fait, dans l'État, il faudrait faire l'impact direct de tous les produits. Quelques chiffres maintenant un peu vieux, mais ils vont s'actualiser en fin d'année. L'impact du numérique, c'est 3 fois l'empreinte de la France ou de l'Angleterre en termes de consommation d'eau, consommation de matériaux et consommation d'énergie. Au niveau mondial. Niveau mondial, voilà. Et ça, c'est 10% de l'électricité produite dans le monde, rien que pour le numérique. Rien que pour nos ordinateurs, etc., notre data center, notre téléphone, les réseaux, etc., c'est 10% de l'électricité. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, autant que l'aviation civile. Donc, si on fait du bashing sur l'aviation civile, et si on peut faire des efforts sur l'aviation civile, il faut aussi en faire sur l'industrie du numérique. C'est 21% du forfait de gaz à effet de serre annuel. Alors, qu'est-ce que c'est le forfait de gaz à effet de serre? Pendant les accords de Paris, on s'accorde à dire que chaque personne, chaque individu doit mettre environ 2,5 tonnes de gaz à effet de serre pour rester dans l'accord de Paris. Avec notre consommation du numérique, c'est 21% de ce forfait-là. Ce n'est pas du tout négligeable. Et ensuite, le numérique, c'est plus 21% de déchets entre 2015 et 2020. Bien sûr, ces déchets, il faut les traiter, il faut les recycler, parce qu'une fois qu'on a intégré énormément de matériaux dans un composant électronique comme celui-là, comment faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Si il ne fonctionne plus, on le jette, on le jette quelque part, il va complètement se décomposer très lentement, polluer tout son environnement. Et ce n'est pas qu'un seul téléphone. Il y a énormément de matériel qui sont jetés, qui ne sont pas mis dans une chaîne de recyclage correcte. En France, par contre, ce qui est intéressant à voir en France, c'est que uniquement 11% de l'impact du numérique concerne l'émission du gaz à effet de serre, concerne par exemple le réchauffement climatique. C'est-à-dire que si vous faites
votre analyse sur l'impact de votre système numérique uniquement de ce point de vue-là, du point de vue du réchauffement climatique, vous éludez toute une autre partie du problème. En France, 52% du problème concerne l'appauvrissement des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, c'est les matières premières, les minéraux, les terres rares, les métaux rares. Et dans au rythme actuel, si on consomme et on jette nos matériels informatiques de la même manière, on n'aura plus de quoi construire un téléphone neuf comme ça. Il n'y aura plus de matières premières pour construire un téléphone neuf comme ça. Donc, quand on fait une analyse d'impact du numérique, il faut ne pas juste se concentrer sur le réchauffement climatique. C'est ce que font les Américains. Les Américains, malheureusement, c'est qu'ils ont un standard qui se concentre uniquement sur le réchauffement climatique. Peut-être parce que ils ont beaucoup, de centrales électriques qui ne sont pas vertes, c'est-à-dire au gaz, au pétrole, etc. Nous, ici, nous faisons quoi? Notre métier, c'est de faire des logiciels sur des ordinateurs qui répondent à des besoins. Et c'est important ce trio-là. C'est exactement ce sur quoi on va travailler. L'impact du numérique, c'est typiquement ça. Typiquement, ici, il y a une clé de vie, et ici, on peut voir aussi, je pourrais dire un petit lac, etc. Moi, je dis plutôt que c'est des eaux boueuses, c'est plutôt une boue d'un déchet, un reliquat de l'extraction des terres rares. En fait, dans ces téléphones, dans tout le matériel informatique, il y a beaucoup de terres rares, de métaux rares pour booster la performance. Si on n'avait pas ça, le téléphone serait comme dans les années 90, c'est-à-dire que ce serait des valises. Et en fait, pour extraire les terres rares, c'est comme pour extraire le sel dans une boule de pain. Imaginez cette boule de pain, là à peu près, c'est de la farine, de l'eau, du sel, un peu de levure et une pincée de sel. Maintenant, imaginez que vous avez la boule de pain et que vous voulez juste prendre un pincée de sel que vous mangez à midi. Typiquement, comment on fait? On met la boule de pain, on met dans l'eau, ça fait une bouillie, on fait sûrement chauffer et on va récupérer les quelques cristaux quelque part, dans un pic ou je ne sais pas quoi. Et après, le reste, la bouillie, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien, on la jette. Ça aussi, c'est aussi, comment dire, c'est aussi l'impact du numérique. Je ne dis pas que toutes les industries minières ont des impacts comme ça, il y en a qui sont plus vertueux que d'autres, mais il y en a, la grande majorité, où ce n'est pas aussi vertueux. Il y a des industries où il y a des problèmes pour la santé, pour le public, enfin pour la population autour, avec des cancers, avec des cancers de radioactivité, avec des cancers et des problèmes de poumons dus aux particules volatiles sur le trajet, qui vont de la mine au port, par exemple. Beaucoup d'impacts comme ça. Donc, quand on fait une analyse d'impact, il faut regarder sur toute une phase du cycle de vie. Extraction de carbohydrates, transport, assemblage, utilisation et fin de vie. Encore un petit chiffre, il y a 30 milliards d'équipements connectés à Internet. Mais combien ont déjà été connectés à Internet depuis les années 2000, avant, et qui ont été jetés? Donc, ne sont plus d'utilité. Il y a environ 3,6 milliards de smartphones et 2 milliards d'ordinateurs. À votre avis, combien de matières premières il faut pour faire un ordinateur portable? Combien de matières premières il faut pour faire un ordinateur portable? 1 kilo. Non. 300 kilos. Alors, un ordinateur portable fait environ 3 kilos. Donc, 100 kilos, en fait, il faudrait 1 tonne de matières premières, donc un trou d'1 tonne, juste pour faire un ordinateur portable. Mais on ne va pas utiliser tout la table, c'est le trou d'une tonne, on va prendre les calculs, etc., on va prendre tout ça et on va faire un ordinateur portable. Après, un ordinateur portable, c'est aussi
200 kg de gaz à effet de serre émis. 200 kg, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça représente. Donc, j'ai fait le petit ratio avec la densité de l'air, etc., etc. Si on met 200 kg de gaz à effet de serre dans cette salle de réunion, on ne respire plus, tout le monde est mort. Pour construire cet ordinateur, il y a un impact non négligeable. Ensuite, un autre effet pervers, c'est parce qu'on est des consommateurs, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Plus on améliore en fait l'efficacité à obtenir une ressource, plus sa consommation peut augmenter. C'est possible. C'est comme une pizza. On prend une pizza, on est 4 autour de la table. On va chacun manger un quart, un quart, un quart, un quart. Maintenant, si on enlève une personne, si ce n'est plus que 3 autour de la table, est-ce qu'on va manger chacun un quart, un quart, un quart, on va laisser un autre quart pour l'autre personne? Ou alors est-ce qu'on va se manger un tiers, un tiers, un tiers, on va plus rien laisser? C'est exactement ça. Vu qu'on enlève une personne, on a augmenté la facilité à accéder à la pizza, donc sûrement la manger en entier. Même si on est un peu ballonné, etc., on peut la manger en entier. C'est exactement ça l'effet rebond, l'effet pervers, c'est que plus on a accès aux ressources, plus on a envie de la consommer. Et c'est sur quoi aussi il faut travailler pour mettre un frein. Comment dire, un impact. Ce n'est pas que pour le numérique, ça concerne n'importe quel besoin. Une petite question ici, est-ce qu'on peut éco-concevoir un logiciel? C'est bien cool. C'est une très bonne question d'ailleurs. En fait, la réponse rapide est non, parce que un logiciel doit répondre à un besoin et doit être associé aussi à du matériel, à du hardware. Et donc, en fait, juste travailler sur le logiciel, ça n'aura aucun sens. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur le besoin, le logiciel et le hardware pour ensuite pouvoir baisser l'impact. Alors, qu'est-ce que le numérique responsable ici? On travaille sur 3 piliers ici, social, environnementaux et économiques qu'on a vu, et le Green IT travaille sur ces 3 piliers de la manière de la conception du numérique responsable. L'éco-conception ici travaille vraiment sur la partie l'impact environnemental, mais après pour avoir une approche beaucoup plus large, il faut travailler sur les 3 parties. Alors c'est plein de vocabulaire qui sont des vocabulaires standards, donc il faut avoir connaissance. L'éco-conception du service numérique, c'est c'est standardisé. Ça répond à la norme IEC 62430. Et en fait, on peut travailler sur de 4 manières. On peut être codeur et améliorer son code ici. On peut améliorer le code et par exemple travailler, insister plus sur des organismes plutôt que sur du code sur des serveurs. On peut travailler plus sur le code des fontaines, etc., sur les pages web, mais l'impact sera assez modéré. On peut être architecte maintenant et travailler plus globalement sur l'architecture vraiment de l'application et du système. L'impact sera encore un peu meilleur. On peut aussi travailler maintenant côté UX sur des innovations fonctionnelles. Ça veut dire sur repenser toute la fonctionnalité de bout en bout. Et par exemple, on peut aussi avoir des impacts plus importants. Et enfin, on peut travailler sur des solutions, sur des innovations radicales, des solutions de rupture. Par exemple, on m'a raconté ça, il y avait une entreprise qui diffusait des bulletins météo par SMS. Et au début, elle distribuait 20-30 bulletins à 20-30 téléphones, par exemple. Et au final, ils ont amélioré leur impact en diffusant les bulletins à une seule personne, qui après diffusait le bulletin météo aux personnes autour d'elle. Ces personnes, c'était l'enseignant qui diffusait le bulletin aux enfants, et les enfants le diffusaient à leurs parents agriculteurs. Donc on peut penser à ça. Alors bien sûr, ici, les devs
peuvent penser ici peuvent avoir des idées sur n'importe quel pilier, de même que les architectes peuvent avoir n'importe quel pilier. Mais là, c'est pas vrai. Ici, a priori, une personne, un expert UX n'a pas forcément des compétences de développeur. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que vous avez un rôle que vous devez rester cantonné à votre équipe. Donc là encore, on va pas travailler sur des conceptions de logiciels, on va travailler sur des conceptions de services numériques. Sur le groupe de trio matériel, logiciel et d'autres services numériques. Par exemple, si vous utilisez dans votre service numérique un système qui remplit la place automatiquement avec Google, l'impact de votre service numérique est lié à l'impact de Google, parce que vous utilisez le service de Google pour remplir l'adresse. Si vous avez votre propre base de données, c'est différent pour remplir l'adresse. Côté architecture maintenant, j'ai assisté à pas mal d'ateliers d'architecture et très globalement, on ne parle pas d'impact. On parle de faisabilité, que c'est faisable et qu'on arrive à mettre à faire ce beau bâtiment. Quel est le coût, quel est le budget? Est-ce qu'on va avoir le budget pour faire ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on va couvrir tous les besoins? Est-ce qu'on va remplir toutes les exigences non fonctionnelles, la sécurité, les performances, etc. Mais j'ai rarement vu l'impact. Le service numérique, à aucun moment, on travaille sur l'impact. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est au doigt mouillé. Au doigt mouillé, dans ce schéma-là ou dans ce schéma-là, mes données, elles sont plus stockées par là, par là. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence, il n'y a pas une meilleure solution? Peut-être que le budget est un peu plus fort, mais que, en fait, là, j'aurai plus un impact. Donc, c'est important que dès l'architecture, déjà, côté architecture, inviter le plus de monde possible, et puis mesurer au doigt mouillé les différentes solutions possibles. Après, bien sûr, si vous avez plus d'expérience, plus de connaissances, vous pouvez faire des analyses beaucoup plus poussées sur l'analyse de chacune des architectures. Mais la première chose à faire, c'est inclure une ligne émission de gaz à effet de serre. Tiens, là, il y a peut-être un peu plus d'électricité. Ça peut être un petit début pour démarrer quelque chose. Ici, c'est une application intéressante qui s'appelle Electricity Map et qui montre en temps réel les émissions de gaz à effet de serre des pays. Et donc ici, on peut voir que selon qu'on a des data centers en Europe de l'Est ou en Europe du Nord ou en France, on n'a pas le même impact, sur notre service numérique. De la même manière que selon on a des équipes qui sont en télétravail, qui travaillent en Europe de l'Est ou dans d'autres parties du monde, on n'aura pas le même impact numérique. Sauf s'ils sont branchés clairement sur un éolienne. Là, c'est le flux macroscopique, etc. Mais donc, il faut savoir que chacune des localisations a un impact différent. Alors, je vais vous partager normalement. Voilà, ici c'est la carte. C'est le site standard. On voit bien ici en live. Ok. Et donc, par exemple, ici, pour la France, 9 grammes de CO2. Je mets un peu de temps. C'est bon. Ici en France, on voit par exemple 19 grammes d'émissions de CO2 et on voit bien sûr pourquoi il y a 19 grammes, parce que c'est à cause des sources d'électricité. Par contre, si on vit ici en Corse, si on a des collègues qui travaillent en Corse ou un data center en Corse, je ne sais pas si on en a d'ailleurs, on voit que ce n'est pas la même chose en Corse. C'est une carte en temps réel. C'est une carte en temps réel, voilà. Parce que la Corse n'en soit pas de l'électricité du continent, mais plutôt de la Sardaigne. Et ils ont
centrale au sud apparemment. Aussi intéressant, si on zoome un petit peu et qu'on regarde la big picture, on voit que si on veut se rapprocher de certains clients en mettant un data center en Amérique, on doit peut-être essayer de les mettre plutôt en Amérique du Nord, côté Canada, ou alors plutôt ici, côté Brésil. C'est vrai qu'a priori Google est carbone neutral, donc a priori si on choisit Google ou d'autres, a priori ce serait bien, mais on n'a pas de chiffres très clairs et précis, etc. Et donc, je vous encourage à regarder vraiment cette carte-là pour vraiment ajouter à votre analyse, à votre réflexion d'architecture et d'organisation de de vos équipes l'impact. Alors, on va retourner sur la présentation. Voilà. Hop. Ah mince, ok. Bien sûr, il fallait que ça ne fait pas appuyer sur ce bouton-là. La prochaine fois, je ne fais pas ça. Oui. Hop, hop. Architecture, tac, tac, c'est pas loin, ça va. Voilà. Alors, une phrase que j'aime bien, pourtant c'est un chanteur qui l'a dit apparemment, j'ai vérifié 3 fois si c'est le chanteur qui l'a dit. En fait, si votre produit ne peut pas être réduit, réutilisé, réparé, reconstruit, il me semble, remis à l'avant, recycler, composter, alors il faut soit le restreindre, soit le repenser, soit l'enlever de la production. Donc, en fait, quand vous pensez, à construire un service numérique, pensez aussi à sa fin de vie. Et ça, moi, personnellement, je n'ai encore vu, où on se dit, comment on va penser un service numérique jusqu'à sa fin de vie. Sa fin de vie, ça veut dire quoi? Côté code, ça peut dire des procédures pour enlever tout le code, pour les archiver. Côté hardware, ça peut dire penser directement à la gestion du hardware une fois qu'il est en fin de vie, le mettre dans des cycles de recyclage. Par exemple, on va regarder un autre cas. Alors, il y a beaucoup de sujets. J'essaie d'apporter des exemples un peu divers et variés. Par exemple, sur les mises à jour, souvent quand on fait une mise à jour, sur certains systèmes, c'est l'occasion de mettre beaucoup de choses superflues et beaucoup de fonctionnalités inutiles. Personnellement, Word entre 1987 et 2024, j'ai le même besoin. Écrire un texte, le formater avec 2-3 couleurs, et c'est tout. Mais la taille de Word entre 1987 et 2023 a énormément augmenté dû à l'accumulation de frameworks de code. On peut par exemple penser à des systèmes de mise à jour plus intelligents avec des systèmes de plugins où on choisirait juste les plugins dont on a besoin pour ajouter des fonctionnalités et facilement les enlever. J'ai travaillé sur des projets Java. C'est un monolithe, certes, où il y avait 260 modules Java et à chaque livraison, on les livrait tous en prod. Ça veut dire que toutes les 3 semaines, pendant toute l'année, on les livrait tous en prod, on les buildait plusieurs fois, on les déployait sur beaucoup d'environnements et à chaque fois, on les buildait tous en prod. Soit disant parce que c'était plus sécurisé de livrer les mêmes copies sur chaque environnement. On n'a pas pris le temps de faire un droit en arrière et de regarder si c'était plus intelligent et de sécuriser la procédure. Un autre exemple, j'ai vu cette info pendant le confinement, dans les années en 2020. On prend environ 32 000 photos par seconde dans le monde avec son smartphone. Donc, j'ai fait quelques règles de 3. Ça fait environ 100 000 disques durs par an à utiliser, et c'est des disques durs d'environ 20 Tera, c'est une grosse disque dure de data center. Et en fait, avec ce petit calcul grosso modo, il faudrait 2,4 centrales nucléaires dédiées
uniquement pour mettre vos photos du smartphone vers le cloud, pour les synchroniser. Donc en fait, mis à part ce chiffre-là qui peut être impressionnant pour certains, puis pas pour d'autres, ce que je vous montre là, c'est un petit calcul rapide qui permet d'avoir un impact. Il y a un ingénieur qui s'est dit, tiens, ça peut être marrant de mettre toutes les photos dans le cloud. C'est vrai qu'il peut être une fonctionnalité sympa, plus peut-être oser facturer le client, ça peut être un bon business. Mais après, il faut aussi voir l'impact que ça a. Et on peut rapidement, en cherchant des petites références, en faisant des règles de 3, avoir un impact, avoir un petit calcul d'impact. Tout ça, tout bête. Ce n'est pas un gros calcul d'impact comme on a vu chez Seagate, qui est très détaillé, très complet. Mais là, ça permet d'avoir une petite idée d'impact et de faire un point en arrière et de se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment intéressant? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Système et Ops. Alors, le plus possible, il faut voir pour utiliser du matériel d'occasion ou du matériel reconditionné. Il faut aussi tout faire pour allonger la durée de vie de son matériel. Mais attention à consommer le moins d'énergie, parce que si vous allongez la durée de vie d'un matériel ou d'une voiture et qu'il consomme beaucoup trop d'énergie, là, peut-être la mettre, penser mettre dans un cycle de fin de vie. Et aussi, regardez l'indice de réparabilité du matériel. L'indice de réparabilité, tel qu'il est construit et calculé actuellement en France, il faut au moins avoir la note minimale de 9. Parce que les autres notes n'ont pas assez de critères satisfaisants pour que ce soit intéressant. Pour ma part, j'ai acheté un ordinateur il y a un peu plus d'1 an et j'ai suivi les conseils de l'association Granity.fr. Pour allonger sa durée de vie, il faut que je vois au-delà de mes besoins actuels. Ça veut dire que l'ordinateur, il y aurait eu moins d'impact si je prenais plus de CPU, plus de RAM, plus de disque dur. Donc, j'ai blindé mon ordinateur et il tient bien la route. Mon but, c'est qu'il tienne jusqu'à 10 ans. Et next. Côté cloud, a priori, ils ont une bonne gestion des serveurs. C'est leur boulot en même temps de bien gérer le matériel, de manière à ce que ça leur coûte moins cher pour eux et qu'ils vendent plus cher pour leurs clients. C'est leur boulot. Mais malheureusement, on a zéro donnée publique sur le sujet. Même Microsoft, qui sont les champions sur la communication environnementale sur leur métier, ne fournissent pas assez de données publiques exploitables. Il faut aussi faire attention aussi quand vous choisissez un fournisseur cloud au PUE, Power Usage Effectiveness. C'est un ratio qui regarde l'électricité qui rentre dans le data center et l'électricité qui va directement pour votre ordinateur, pour votre usage. Et en éliminant l'électricité de la clim, l'électricité des lampes, etc. En gros, plus le ratio est proche de 1, mieux votre data center va consommer de l'électricité et va penser son consommation de manière intelligente. Après aussi, il faut aussi penser aux législations. Là, c'est la partie éthique, la partie développement durable. Il y a certains data centers qui ne sont pas sûrs forcément pour vos clients. Et donc, pour vos clients, il faut peut-être mieux choisir les bons fournisseurs, les bons partenaires. Par exemple, avec l'American Cloud Act, si tous vos clients américains, même si ces données sont hébergées en France, dans un data center de Microsoft, de Google, etc., les Américains peuvent aller rechercher les données, même si le data center est acheté en France. Donc, pensez à tous ces impacts-là quand vous choisissez bien vos partenaires. Non, ça marche aussi. Ah, le chiffre ne marche pas. Voilà. On va parler bien sûr de scalabilité. La scalabilité consiste à adapter la charge, le trafic que vous recevez sur vos serveurs,
effectivement combien de serveurs vous avez devant vous. A priori, c'est quelque chose d'assez commun. Quand j'ai travaillé avec beaucoup de clients qui n'avaient pas cette stratégie aussi dynamique et qui, par exemple, le jour et la nuit, avaient autant de serveurs alignés. Par exemple, le jour, il y avait 50 serveurs pour servir tous les clients, et la nuit, il y avait encore 50 serveurs qui servaient un ou deux ou trois clients à 4 heures du matin, par exemple. Donc là encore, il faut penser à une stratégie. Là, vos partenaires peuvent vous aider à travailler sur le scaling. Maintenant, pensez aussi à la mutualisation. On est dans une ère où on est sur un service, un serveur, un serveur logiciel, et donc une machine. Pensez à les mutualiser, à les mettre côte à côte, parce qu'ils ont la même stratégie de scaling. Pensez par exemple à utiliser des VM dédiés si pour un trafic assez constant. Et par contre, si vous avez un trafic très fluctuant dans la journée, pensez plutôt à des solutions lambda qui vont beaucoup plus s'adapter au trafic. Et donc, les serveurs que vous n'utilisez pas pourront être utilisés pour d'autres clients. Okay. Alors ici, c'est une notion que j'aime bien, c'est la notion de shifting. En fait, c'est un peu comme le trafic routier. Vous avez dû voir sûrement, quand sur la route il y a un pic de pollution, on vous demande de lever le pied, de ralentir. Là, c'est la même chose. Qu'on peut faire. S'il y a beaucoup d'électricité verte, entre guillemets, disponible et que le mix énergétique est favorable, vous pouvez, comment dire, améliorer les capacités de votre application. Par contre, s'il y a peu d'électricité verte disponible et qu'il y a beaucoup d'intensité carbone dans l'atmosphère, un petit peu sur l'arbre sur la carte, on pourrait, si on, bien sûr, on décide de designer notre système comme ça, on pourrait baisser les capacités de notre application. Comment on fait pour baisser les capacités de notre application? On ne va pas forcément couper la première fonctionnalité, celle qui nous rapporte le plus d'argent. On pourrait, par exemple, lister toutes nos fonctionnalités et les classer par ordre de priorité business et par ordre d'impact écologique pour ensuite soit les interrompre, soit les décaler. Alors, les interrompre, ça ne veut pas dire les interrompre comme un pour un et ne rien dire au client. Il faut aussi, dans cette stratégie-là, communiquer au client. Par exemple, dans les accords de Paris, on ne peut pas fournir cette fonctionnalité-là, elle sera décalée de 2 heures. Par exemple, si vous voulez demander un fichier, un rapport, un relevé de compte, etc., vous pouvez dire que ce rapport-là, il va arriver un peu plus tard, selon nos prévisions d'électricité verte disponible. Et vous pouvez aussi les décaler géographiquement. On a vu que dans le monde, l'intensité carbone n'était pas la même partout. C'est ce que fait d'ailleurs Google, je crois, automatiquement pour ses unités de calcul, c'est que le calcul, il est localisé là où l'intensité est la plus lente, automatiquement. Vous pouvez aussi les décaler dans le temps, et donc géographiquement, et aussi vous pouvez bien sûr fermer les services, mais dans tous les cas, il faut savoir communiquer pour ne pas brusquer l'utilisateur et avoir une mauvaise réputation après. Très souvent, on travaille sur le temps de réponse. On veut, dans tous les projets sur lesquels j'ai regardé, on veut le système le plus performant possible. Maintenant, ce qui est assez rigolo, malheureusement, c'est qu'on regarde ce calcul de temps de réponse uniquement quand on a déjà fait quand on a déjà codé. On code une bonne partie du logiciel et après on se dit, tiens, on peut mettre en prod, combien il faut de serveurs. Bon, allez, on fait les tests. Il faudra faire l'inverse. Il faudrait dire, coder pour que le temps de réponse, faites-moi un système pour que le temps de réponse soit dans cette fourchette-là. Faites vos choix technologiques pour que ce soit dans cette fourchette-là. Et
de manière à avoir la réponse la plus appropriée. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est comme si, comment dire, on construisait des voitures et après on construisait les autoroutes qui allaient avec. C'est là qu'il faut penser. Il ne faut pas non plus confondre temps réel et temps immédiat. Temps immédiat, c'est vraiment sur la milliseconde, sur la microseconde, on doit avoir une réponse immédiate. Un temps réel, on peut avoir une réponse en 5, 10 secondes, 15 secondes. C'est un temps qui est mesuré. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de se rapprocher de vos clients, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire d'allouer notre data center à l'autre bout du monde pour se rapprocher de vos clients, si c'est pour économiser 2 à 3 secondes sur le temps de réponse pour vos clients. Je vous fais plutôt, moi, au lieu de travailler plutôt sur plus de hardware, etc., de travailler avec des technologies de cache et d'offline de manière à, comment dire, à ce que la donnée que vous avez déjà demandée et qui est toujours d'actualité ne soit pas redemandée. Très souvent, il y a des applications bancaires qui, vous êtes connecté le matin, vous avez eu 10, 15 transactions bancaires, vous vous reconnectez, ce qui se passe, on retélécharge les transactions bancaires du passé. Vous les connaissez déjà, c'est les mêmes, elles n'ont pas bougé. A priori, rien n'empêche qu'elles soient stockées sur votre smartphone en local et que ensuite, quand vous vous reconnectez à nouveau, on regarde juste les nouvelles qui sont apparues. Il suffit de travailler de manière un peu différente avec le cache et offline. Je sais, il peut personne qui ont l'habitude de travailler avec ça, mais il y a des nouvelles API de JavaScript qui sont aussi très intéressantes pour travailler là-dessus. Autre exemple, c'est pour l'utilisation des réseaux. Il faut savoir qu'un réseau, plus on avance dans les réseaux, plus les réseaux ont un impact sur l'environnement. C'est vrai qu'une antenne 5G, une antenne 5G par rapport à une antenne 4G, elle a moins d'impact. Meilleur matériel, moins de consommation énergétique. Mais ce que la 5G apporte, c'est plus de vitesse. Et on va retomber dans l'effet rebond. On va accéder plus facilement à Internet, on va consommer beaucoup plus, on aura beaucoup plus, de matériel parce qu'il y aura toutes les voitures connectées, tous les voitures autonomes, etc., qui vont se connecter à Internet, tout va être piloté à Internet, et au global, le réseau 5G, à cause de l'effet rebond dont on parle tout à l'heure, va avoir plus d'impact. On peut travailler aussi sur l'utilisation du Wi-Fi. Par exemple, quand vous mettez à jour votre téléphone, l'OS du téléphone, on vous recommande de le faire en Wi-Fi parce qu'il faut beaucoup télécharger de données. Pourquoi il recommande ça? Uniquement parce que, côté américain, le forfait téléphonique est payant et on paye les datas. Mais on pourrait avoir une stratégie une communication différente en disant télécharger ce document-là uniquement quand vous aurez le Wi-Fi. Non pas pour une histoire de forfait, mais parce que l'impact environnemental sera moins. Et ça peut être détecté automatiquement. Oui. Alors, côté dev maintenant, on peut travailler sur, bien sûr, tout ce qu'on fait de manière récurrente, c'est-à-dire la fréquence des runs, la fréquence de stockage de nos artefacts, de nos unités de déploiement, etc. On peut travailler sur un système beaucoup plus petit et sur des systèmes beaucoup plus modulaires. Je vous ai parlé de mon ancien client qui stockait ici quasiment 3 semaines sur différents environnements, près de 300 petits fichiers, enfin, de plusieurs mégas quand même, à chaque fois. Au bout d'un an, ça commence à faire beaucoup. On peut aussi travailler côté dev sur les données. Uniquement stocker les données qui sont nécessaires, travailler sur les logs, l'archive log, le format et les protocoles utilisés. Certaines startups très data-centric stockent tout. Même si elles n'utilisent pas, elles se disent
peut-être que je vais tirer un business après, parce que ces données-là, je vais pouvoir les exploiter comme ça. Et donc, elles stockent tout. Soyez plus sobre. Ouais, tout à fait. Voilà. Côté système, il y a énormément de choses à regarder. 80, si vous avez une architecture client-serveur, 80% de l'impact, c'est au niveau du front-end. Pourquoi? Parce que sur une requête qui fait un retour avec le serveur, eh ben, on va passer du temps à scroller, on va passer du temps à cliquer, à lire, etc. Et donc, il y aura du temps de rendu, de painting sur l'écran qui va être important. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi se poser la question. Alors, je vous conseille ce site-là, low.directory. Il y a beaucoup d'exemples de sites très design qui ont un impact faible sur l'environnement. Oui. Donc on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un site web statique, d'un site web dynamique? Est-ce que j'ai besoin d'un framework, justement? On aime bien React, on aime bien Angular, etc. Mais pour votre système, est-ce que vous voulez vraiment sur React ou Angular pour faire juste 3 pages? On se pose la question. On peut aussi se poser la question pour l'archivage du CMS. Par exemple, un CMS, ça permet de construire un site web. Et imaginez un blog dont vous trouvez un article qui date d'il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'il a besoin d'être toujours en base de données et donc d'être redemandé en base de données et reconstruit côté serveur? Ou alors, est-ce que vous pouvez juste avoir une page statique qui est beaucoup plus légère et qui est mise en cache et qui est directement visible? Parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir une interaction sur ces articles qui est créé. On peut travailler sur les feuilles de style d'impression. Peut-être que quand vous imprimez quelque chose, ne pas imprimer les images, imprimer juste du noir et blanc pour les informations utiles. On peut travailler sur des protocoles très récents qui permettent d'avoir un format d'échange plus rapide et beaucoup plus sobre entre le client et le serveur. Et on peut avoir une stratégie mobile first. C'est très important. Cette stratégie-là, c'est que quand vous travaillez sur un environnement avec une ressource restreinte, un petit écran, vous pensez à l'essentiel, à la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre client et pas forcément à mettre plein de choses. J'ai travaillé dans les environnements où on recevait des grosses images du design et personne ne pensait à les rentailler. Donc une image allait en prod avec 2 mégas pour l'image et elle allait sur tous les formats. Un indicateur, desktop et puis sur les mobiles aussi. J'ai fait pour moi, c'est pas possible, il faut plusieurs images. Les images, il faut reconstruire et les retailler de notre chaîne de pays par exemple. Je reviens sur la partie cache. Le cache, ça permet de réduire les volumes de données échangées. Ça peut être configuré côté navigateur ou sur le serveur. Et ça permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus sobre et aussi une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Parce que même quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez quand même avoir les données que vous avez téléchargées. Il y a encore 2 ans, LinkedIn, quand je n'avais pas de réseau, j'avais plus mon fil d'actualité. Et donc, récemment, ils ont changé ça. Et d'ailleurs, maintenant, quand il n'y a plus de réseau, j'ai quand même les actualités que j'ai déjà téléchargées. Parce que les articles, les posts, ils sont en cache sur mon téléphone parce que je les ai déjà téléchargés une première fois. Meilleur UX, donc vous avez envie de revenir sur l'application, c'est bien pour LinkedIn, et puis après, côté environnement, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a moins de transfert de données. Il faut voir ici que le Creative, ce n'est pas quelque chose en plus à rajouter qui a encore un budget à dépenser dessus. C'est souvent des petites astuces qui sont bonnes pour le business. Voilà, souvent ici, une bonne stratégie, c'est d'avoir une information accessible au bout de 3 clics. Et c'est vrai que c'est bon pour le réseau. Comment dire, moins l'utilisateur fait de clics pour avoir son information, moins il y aura d'impact à l'utilisation. C'est bon, parce que c'est une bonne expérience utilisateur,
l'information rapidement. Et pour le référencement, c'est bon aussi, parce que Google ne passe pas une éternité de temps sur votre site, il passe quelques secondes tout au plus. Plus votre site est sobre, plus vos informations sont accessibles rapidement, c'est bon pour votre business et c'est bon aussi pour l'environnement. L'historique du code. Encore, ça c'est côté dev, le code est historisé côté guide, etc., etc., etc. Vous pouvez avoir des logiciels, du code qui est historisé depuis 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'est vraiment utile de garder du code aussi longtemps dans votre historique? Personnellement, je n'ai jamais été voir le code il y a 10 15 ans. Il peut y avoir des obligations légales qui imposent de savoir quel était le document, le PDF légal qu'un client a téléchargé. Donc là, il faut se rapprocher de votre service juridique. Mais a priori, certains codes peuvent être historisés. Là encore, parce que plus on travaille avec les systèmes de version de code, plus on va générer des versions de code et votre système peut s'ajouter. Et après, votre facture peut être plus légère. Ici, on peut aussi travailler sur la sécurité côté Clarity. Ici, en fait, c'est une attaque assez courante. S'il n'y a pas de validation sur l'email, moi qui suis peut-être pirate, je peux envoyer 10 gigas ou 20 gigas au lieu d'un tout petit email des milliers de fois et je peux saturer votre disque dur. Alors, par défaut, Tomcat, le serveur Java, il va limiter le body à 20 mégas, je crois. Mais si il y a une mauvaise configuration, vous pouvez saturer votre disque dur. Si vous saturez votre disque dur et que vous faites tomber votre application, vous avez business mais aussi, vous aurez tendance à peut-être rajouter plus de matériel pour contrer ces attaques-là. Et comme on l'a vu, le matériel, c'est 54% de l'impact du numérique. Alors que si vous mettez juste un petit if ou des petites conditions pour valider ici le truc, vous n'allez pas avoir autant de matériel. Donc sécuriser son application, c'est aussi pouvoir la maintenir dans le temps et aussi maintenir son activité business. Côté framework maintenant. Il y a des frameworks qui sont des standards de l'industrie. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour vraiment cette fonctionnalité-là? Là encore, ça vaut beaucoup de regarder le bénéfice et le risque. Il faut essayer de voir le pourcentage de classes et de fichiers utilisés dans un framework. Comme je l'avais dit tout à l'heure, pour un site statique, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un framework? Pour un petit serveur web qui fournit juste 2-3 fonctionnalités, est-ce qu'on a besoin d'avoir un framework Spring? Il y a beaucoup d'autres solutions plus légères qui existent. À vous d'être curieux et d'évaluer tout ça. Alors, quelques règles de conception, il y en a des tonnes, il y a des bouquins dédiés à ça, je vais en résumer, je vais en faire quelques-unes. Limitez le nombre de requêtes HTTP, c'est sûr que par exemple, vous commandez au restaurant, vous êtes au restaurant, et vous commandez au serveur ce que vous voulez. Vous n'avez pas appelé 20 fois votre serveur. Le serveur vient une seule fois, vous faites entièrement votre commande, ça se clique pour les desserts, et après, ça part en cuisine. Là, c'est la même chose. Limiter le nombre d'allers-retours, ça va baisser votre impact sur l'impact de votre système numérique. Ouais. Attention aux autocompletes. Les autocompletes, ce sont des outils qui permettent rapidement de remplir un champ, etc. Il peut y avoir beaucoup d'appels serveurs et d'appels au serveur et d'utilisation de ressources serveurs. Ça peut être assez coûteux. De peut-être commencer un autocomplete quand il y a 2-3 caractères qui sont saisis, pas des premiers caractères. Donc, il y a des petites règles à mettre en place. C'est assez simple, mais il faut réfléchir à la façon dont vous allez designer ça. De la même manière, les fontaines, utiliser des sélecteurs CSS efficaces pour pouvoir bien designer votre système. Utilisez des fontes standards. Ne téléchargez pas des fontes qui viennent des fontes différentes, etc., etc. Ou alors mettez-les en cache. Et quand, par exemple, le CSS et le JavaScript sont
externaliser au plus possible quand je fais des ressources partagées, de manière à limiter encore le trafic et à les mettre sur des serveurs dédiés à la distribution de ces ressources-là. Aussi travailler sur telles images, bien sûr, que je t'avais dit tout à l'heure. Le gésilonisme des images. Alors ici, c'est une technique. Si votre image est en dehors de l'écran, ça ne sert à rien de la télécharger. Peut-être que vous n'allez pas scroller jusqu'en bas de l'écran, donc ne téléchargez pas les images inutilement. Rendre le DOM, c'est-à-dire l'emboissance de votre système le plus léger possible pour avoir un truc très véloce. Éviter les animations. Utiliser des fonctions anonymes si on les utilise plus d'une fois. Alors ça, c'est très rigolo, j'ai voulu le mettre parce qu'en fait, dans le deuxième cas, il y a une opération en moins, en plus pi. Et donc, si vous faites beaucoup de calculs avec des incréments comme ça, utilisez plutôt cette plus pi ou de i plus, que vous avez une opération en moins. Peut-être qu'au final, c'est un milliard de calculs, et vous gagnerez. Dans GraphQL, j'ai voulu un peu réfléchir au système. C'est quelque chose qui est assez à la mode. Ça a été créé par Facebook de manière à augmenter le time to market. Ça veut dire à donner la main aux développeurs front-end l'accès aux bases de données de manière très rapidement avec un langage Dragon structuré. Donc, c'est bon pour le time to market, mais est-ce que c'est bon d'un point de vue environnemental? Si votre base de données implémente directement cette technologie GraphQL, votre front-end peut directement interroger votre base de données. Ça peut être intéressant. Par contre, si vous avez une base de données standard, type relationnel, qui n'arrive pas le GraphQL, vous devez toujours implémenter un boilerplate, un adaptateur qui va convertir votre requête GraphQL en requête pour la base de données. Et donc, en fait, on s'aperçoit que si la base de données n'est pas compatible GraphQL, on ralentit tout notre système en rajoutant ce gros défendement-là. Alors que juste une requête simple pour demander juste une information, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus véloce. On peut peut-être ralentir un peu le time to market, mais on va avoir un système beaucoup plus véloce, et avec un impact environnemental un peu plus faible. On va passer à un exemple intéressant. Ici, c'est l'exemple d'un magazine, et en fait, il s'adapte à l'intensité carbone. Alors, voilà. Là, je vais aller le voir ici. Voilà. Et donc, en fait, ici, l'image, l'intensité carbone, elle est modérée, donc l'image est un peu dégradée. On voit les pixels. Elle est en dégradé elle est en gris parce que l'intensité carbone est médium, là où on est. Et donc, le système Internet s'est adapté. On peut faire des simulations. Si je clique là, s'il y a une intensité carbone faible, là on a une belle image, très riche, et on a plus de couleurs sur l'image. C'est un exemple pour voir, on dirait un peu comment ça marche. Et maintenant, s'il y a une forte intensité carbone, donc un gros pic de pollution, on n'affiche plus l'image. Mais on affiche un texte alternatif et on offre la possibilité à l'utilisateur de regarder l'image. Ça illustre très bien le fait qu'on peut adapter son site web, on peut l'adapter à l'intensité carbone à l'environnement local actuel. Et donc, c'est comme sur l'autoroute, on peut ralentir par une pic de pollution. Un autre site intéressant, je trouve, peut-être pas encore une solution pour la banque. Ici, c'est un journal qui est branché sur des panneaux solaires. Et il est donc sur batterie. Et on voit ici que la batterie, il reste plus que 21%.
Et en fait, quand il restera à 0%, l'ordinateur va s'éteindre. Et comme il a mis en place un système de cache, et ben, comme j'ai été une première fois voir sur ce site-là, je pourrais le lire entièrement. Il est branché, lui, sur un balcon, les panneaux solaires sont sur un balcon à Barcelone. Alors, ah oui, il faut que je remette sur la bonne slide. Sinon, ça va pas aller. Voilà. Je vais aussi vous présenter un graphe aussi, c'est côté RTE, côté français uniquement, où on peut voir ici en temps réel. Là, ça va se faire. L'intensité carbone émise en France. Nous aurons un peu voir, ça va arriver. On aura des courbes comme ça. Voilà. Actuellement, on a une faible intensité carbone. Ça peut se comprendre parce qu'il y a un peu de vent, il y a un temps de milieu, etc. On a pu voir que ce matin, il y avait une forte intensité carbone. Et donc, avec ce site-là, qui fournit aussi une API, donc un fichier XML à télécharger, on peut faire des prévisions et adapter notre système numérique. Alors, est-ce que au diaporama démarrer la diapo active? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant? Alors, une chose à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous pouvez bien sûr vous documenter, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais vous pouvez aussi, mesurer. La première chose en place, c'est de mesurer, c'est de voir votre matériel que vous utilisez, regarder son impact sur une activité sanitaire ou sur tout au long de son cycle de vie. Vous pouvez choisir du matériel avec différents labels, IP, TCO8, IPO-gel. Vous pouvez aussi regarder ce côté d'une piste, un petit guide pour choisir du matériel. Et vous pouvez aussi souscrire à des solutions de mesure de l'intensité carbone chez vos fournisseurs produits. Mais ça, c'est pour les gros trafics. Par exemple, si vous avez la mesure en place, ça commence à 1 tonne. Si vous avez un trafic médium, il vous mettra à 0. Vous pouvez aussi regarder, comme on vient de le faire, le mix énergétique sur les différentes cartes, côté RTE, côté Electricity Map, et prendre des décisions en fonction de votre système. On mesure aussi le temps de réponse, on essaie de le pondérer par rapport à nos besoins. On mesure aussi le volume des données et on mesure aussi les dépenses sur la facture IT. On peut voir et on peut comprendre que, ce que j'essaie de vous montrer, que il ne faut pas forcément dépenser plus, mais on va faire peut-être des économies en rationalisant son matériel et en faisant durer plus longtemps. On peut aussi mesurer quel est le matériel utilisé par nos clients. Et peut-être, selon votre cas, selon votre business, s'adapter au smartphone, s'adapter s'adapter au smartphone qu'ils utilisent et adapter votre système numérique. On mesure aussi la consommation en CPU, en RAM, en disque, etc., de manière, et en intensité, de manière à mesurer, à avoir une vue vraiment globale et à pouvoir prendre des décisions. Travailler sur le bien-être, c'est comme travailler sur les performances. Vous avez un système qui est au ralenti, vous mesurez, vous ensuite faites des actions. Là, c'est la même chose. On va parler un petit peu de l'analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie correspond à vraiment à 2 normes. C'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit. C'est une approche multicritère, c'est-à-dire qu'on va regarder sur beaucoup de critères d'impact, pas que les émissions de gaz à effet de serre, pas que la utilisation des systèmes marins. On va travailler avec une approche de flux. Qu'est-ce qui rentre dans une certaine phase? Qu'est-ce qui en sort? Quelle est la valeur ajoutée?
on va travailler sur toutes les phases, c'est-à-dire on va travailler sur, comment dire, on va travailler sur depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage de votre système. Voilà, c'est ce qui est écrit. Et enfin, il faut aussi travailler sur une approche de sobriété, c'est-à-dire recentrer sur l'essentiel, éviter les monolithes, éviter le superflu, avoir une approche mobile first de manière à se concentrer sur un petit écran. Ça permet d'avoir une habitude de design mobile et avoir une approche offline first de manière à se concentrer sur les données vraiment essentielles et à ne pas toujours se répéter et à redemander les mêmes choses. C'est bientôt fini. Alors, bien sûr, il peut vite fait tomber dans le greenwashing si on tombe, si on communique sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, etc. Alors, déjà, regardez ce standard-là, côté le ISO 14063, c'est un standard de communication environnementale. Soyez le plus transparent possible et le plus impossible sur la façon dont vous avez mis en place vos actions. Et après, de la même manière qu'il y a un visite de réparabilité ou de consommation d'énergie sur le frigo, etc., il y aura aussi bientôt, ça va arriver en Europe, des indices de sobriété pour les services numériques. C'est poussé par l'association Creative.fr et vous pourrez faire une déclaration sur votre site de manière à dire que votre site est plus ou moins sobre et quelles sont les actions que vous avez mises en place pour avoir un site sobre. Je vous remercie. Pour la suite, ensuite, une autre action, c'est d'aller plus loin ensemble avec la GoFin et avec moi pour avoir plus de détails, pour avoir plus d'exemples, plus de cas d'architecture. Ce n'est pas réservé uniquement aux techniques, mais aussi aux fonctionnels, aux managers, de manière à pouvoir mieux prendre en considération l'impact environnemental, voire aussi mieux communiquer, mieux travailler dessus. Je vous remercie. Merci Corentin. Je me permets d'intervenir. On a eu des petites questions sur le live pendant la présentation. Du coup, je vais te les énoncer et si tu veux bien y répondre. Donc, la première question qui a été posée, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent-elles intégrer des pratiques de Green IT pour réduire leur empreinte carbone tout en optimisant leurs coûts et leur efficacité. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait, nous, en tant qu'entreprise, pour essayer de mettre en place une pratique de Green IT sans faire du greenwashing, du coup. La première chose, c'est de mesurer. Comme je l'ai dit, on pourrait reformuler la question, comment on peut corriger un problème de performance? Tu vois, il faut mesurer l'impact, donc il y a des standards de mesure, comme l'analyse de cycle de vie. Et là, on travaille on isole une fonctionnalité. Par exemple, on peut isoler la fonctionnalité réserver un billet de train. Et donc là, c'est sur l'analyse de cycle de vie. On isole cette fonctionnalité-là. On réduit le périmètre fonctionnel, le périmètre humain, le périmètre matériel. On réduit jusqu'au savoir côté techniquement et fonctionnellement. Et après, on regarde l'impact. Combien il y a sur ce besoin-là, dans cette fonctionnalité-là, combien de matériels sont utilisés, combien de personnes pour la maintenance. Et on va travailler ensuite et on va mesurer chacun des impacts. Une fois qu'on a une mesure précise, on peut voir où sont les impacts. Mais si c'est une application web, on va beaucoup travailler sur le front-end, c'est là où il y aura le plus d'impact. Il y a des outils d'analyse qui existent. On peut travailler. En général, on voit que SEO, performance de site web, ça marche ensemble. Donc, il y a EcoIndex qui est un bon outil qui mesure les performances d'applications web. Il y a Google Lighthouse, bien sûr, qui mesure aussi l'accessibilité et les performances d'un site web. On peut travailler là-dessus. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as des exemples de sociétés en fait, qui font des pratiques Green IT vraiment au top du top à nous donner? Non, je n'en connais pas. Ok,
selon des work in progress, du coup, sur ce sujet. Voilà. Super. Il y a, comment dire, je crois que c'était l'année dernière, toutes les communautés urbaines d'un certain volume d'habitants devaient mettre en place une stratégie de numérique sobre. Et ensuite, ce qui veut dire que, en général, c'est d'abord pour les communautés urbaines et ensuite, ça va arriver aux entreprises. C'est comme pour l'accessibilité. L'accessibilité, au départ, on a testé le bébé dans le côté public et après, toutes les grandes entreprises devaient s'y mettre. Donc là, c'est la même chose. Ok, c'est bien. Et- J'avais des questions. Je t'ai partagé les questions qui avaient été posées D'accord. sur le live. Est-ce que oui, c'est vous avez des questions? Est-ce qu'on a fait un Super. Merci Merci à beaucoup, tous. Corentin.